africain, on ne va pas faire la fête dans une famille en deuil. Donc la République démocratique du Congo est endeuillée, le bilan est entre 6 et 8 millions de morts. Il est, je vais dire, indécent d'aller dans une manifestation festive dans un pays, dans un tel État. Ça, c'est sur le plan culturel et strictement africain. Mais s'il faut se mettre sur un plan juridique, je dirais que la déclaration de Bamako de l'an 2000, en juin, les États se sont engagés librement, bien que ce ne soit qu'une déclaration, à accepter, à n'avoir des sommets que dans un pays où se déroulent des élections libres, transparentes et démocratiques, et les États s'engagent à promouvoir la démocratie. Or, les dernières élections en République démocratique du Congo sont les plus chaotiques qu'on ait connues en Afrique ces derniers temps. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, la vérité des urnes, on ne la connaît pas encore. Bon, disons, il y a M. Etienne Tshisekedi qui dit qu'il a été élu, les camps de M. Kabila qui dit qu'il a été élu. Je pense que la francophonie pouvait aider la République démocratique du Congo à résoudre ces problèmes au lieu d'aller dans un pays qui a violé de façon manifeste la déclaration de Bamako. Donc, sur le plan culturel africain et sur le plan juridique par rapport à la déclaration de Bamako, il n'était pas, disons, opportun d'avoir ces sommets à Kinshasa. Même question à vous, Jean-Paul Bogo. Ça vous a choqué? En soi, moi, je répondrais beaucoup plus sur un point de vue maintenant très opérationnel. Le sommet va avoir lieu. Que peut-on faire pour justement aider les populations du Congo, aider ces populations à sortir de ce cycle de guerre? Si ce sommet peut aboutir à une déclaration qui irait... Vous y croyez vraiment? Pourquoi pas? Après tout, c'est une question après peut-être de diplomatie, c'est une question peut-être d'engagement des pays africains, c'est une question de posture pour la francophonie, démontrer véritablement que sur ce point, qui est le point de la démocratie, du maintien de la paix en Afrique subsaharienne, la francophonie peut effectivement s'engager et avoir une posture claire et nette. Et oui, effectivement, puisque bon, au-delà des arguments que vous avez posés, maintenant le sommet va avoir lieu. Si ce sommet peut marquer d'une pierre un engagement de la francophonie pour condamner un certain nombre d'actes qui violent la souveraineté du Congo et qui entraînent des prédations, peut-être. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet pour parler justement de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Moi, modestement, c'est vrai qu'on entend tous les jours, parfois on lit des articles, on entend parler, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de sujet de fond sur ces questions et que c'est totalement absent des médias, totalement absent. On parle beaucoup de la Syrie, du printemps arabe, alors que là, ça se fait... Alors, beaucoup d'acteurs sont impliqués dans ce conflit, c'est assez complexe. Certains parlent de guerre civile ou de guerre ethnique. D'où vient ce conflit qui dure depuis 1996, si les dates sont bonnes? Je ne sais pas, on peut commencer peut-être avec vous. C'est bien ça, Caro? Oui, le conflit a commencé officiellement en 1996, mais bon, on a commencé à le préparer depuis longtemps. Hein. Il y a un projet qui a été mis en place depuis longtemps. On a créé déjà à l'époque de Mobutu, par ceux qui avaient des visées sur la République démocratique du Congo. Alors, sur ses richesses? Oui, sur ses richesses. Alors, on va faire schématique. Dans ces conflits, il y a les commanditaires, il y a les sous-traitants et les exécutants. Les commanditaires, c'est certains États occidentaux, certains États occidentaux et leurs multinationales. Alors, les exécutants, c'est certains pays des Grands Lacs, les Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et les exécutants se trouvent à l'intérieur du pays, c'est-à-dire des taupes qui sont tapés dans les institutions, ainsi que certains Congolais. Donc des politiciens? Oui, des politiciens véreux. Les seigneurs de la guerre, comme on dit. Les seigneurs de la guerre, ainsi que, je suis désolé de le dire, la MONUSCO. Hein, il est là, à Kinshasa, pas pour... Là, les forces de l'ONU qui sont sur place, justement, pour régler le problème. Pour régler le problème. Donc, c'est parti de là. Il y a des rapports, il y a des déclarations, il y a des tas de rapports. On a cité des sociétés. Il y a l'American Mineral Field, il y a la Barrick Gold, il y a l'Anglo American Corporation. Je peux vous citer une centaine de sociétés qui sont officiellement vraiment citées dans les rapports. Mais il y a d'autres sociétés qui bénéficient indirectement de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est toutes les sociétés qui sont liées aux nouvelles technologies. C'est-à-dire Apple, tout ce que vous voulez, Samsung. Ils en bénéficient très largement parce que les coltans, entre autres, il y a une matière première très rare qu'on trouve. Oui, le colombo-tantalite, c'est un minerai du nobium.
avec lesquels on fabrique des processeurs, des portables, tout ce qui est écran plat. Et les Congos détenaient, parce que ça évolue, on a trouvé quelques gisements ailleurs, mais les Congos détenaient plus ou moins 80% des réserves mondiales. Alors, si vous voulez produire des télés, des ordinateurs, des portables à faible prix, il faut acheter les coltans à faible prix. Alors, je vais vous donner des prix approximatifs, j'aime pas beaucoup les chiffres. Quand un enfant, disons à l'Est, c'est qui exploite les coltans, les kilos est vendu presque à $50. Mais sur le marché international, c'est à plus de $1150. Vous voyez la différence, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que la guerre continue.